Vous y croyez pas, vous pensez que vous êtes seul dans l'univers ou qu'au contraire, il y a peut-être d'autres civilisations extraterrestres? Eh bien, à toutes ces questions, nous tenterons de répondre ici sur ce plateau dans quelques minutes après la publicité. Raison de plus pour vous retrouver. Tu es là? Coco chocolat. Rocher coco de Suchard, comme un sortilège. Merci Créma Light de contribuer à la minceur des jeunes hommes. Comme ça, on en voit plus dans un même espace. Oh, il est beau le grand roux. Créma Light, quel succès! Oh, Créma! La Honda Concerto est une virtuose 16 soupapes en 4 ou 5 portes. Direction assistée, toit ouvrant et vitres électriques, freinage anti-blocage, jantes alliage, peinture métallisée et musique. La Honda Concerto, une virtuose en équipement majeur à un prix mineur. Les jaloux, revenez. C'est pas cette tête-là. Ah, ça fait 3 jours que je m'escrime sur l'ordinateur. Et moi, tu rigoles. Depuis 2 jours, je cavale après les entraîneurs. Vous savez tout, hein, le poids, les jockeys, tout. Eh oui, et moi, j'avais analysé le terrain, de la vraie géologie. Je vous invite au resto. Elle a gagné le quintet plus en jouant le nom des chevaux. Ah. C'est un monde. Au fond, PMU, René, chacun sa méthode. Va comprendre, Charles. Avec le PMU, aujourd'hui, on joue comme on est. KB a inventé un geste simple. Et quand on donne KB à la nature vous le rend bien. KB, la nature vous le rendra. Si tu as soif de mordre, mords la vie. Comme brute pas. Si tu as soif de mordre, mords la vie comme pomme. Et tu bois brute de pomme. Et tu bois brute de pomme. Brute de pomme. Max et sa bande, là où il passe, l'herbe ne repousse pas. Traité au chamois d'or. Chamois d'or. Aujourd'hui, nounou, tous les mercredis. Chamois d'or réveille le petit chamois qui dort en vous. Avant, les prêts immobiliers étaient rigides et pesants. Mais aujourd'hui, avec Primo Écureuil, la caisse d'épargne a réussi à rendre souple ce qui était rigide et pesant. Augmentation des remboursements selon vos possibilités. Retour à des mensualités minimales en cas de difficulté. Remboursement révisable chaque année. Primo Écureuil, le premier prix immobilier modulable. Carte noire. Try to remember when life was so tender. Carte noire, un café nommé désir. C'est une tradition en Amérique, devant une pizza exceptionnelle comme la pizza McCain. Regardez bien, les hommes laissent parler leur colt pour manger plus à leur aise. Oui, cet homme mange pendant que son colt parle. Nous avons sous-titré la voix du colt. McCain, c'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus. C'est à moi. L'eau sans essai, c'est ma zo. Si vous aimez ceci, alors
Vous aimerez cela? Croquez, croquez, Croquez la vie. L'eau qui abreuve et lave les terres, c'est la vie. Boire une eau qui abreuve le corps de magnésium et de calcium. Boire une eau qui lave le corps de tous ses excès. Boire Contrex, l'eau qui vit au rythme de mon corps. Falco! Falco! Respecter un chien, c'est connaître sa vraie nature. Savoir qu'il a besoin d'exercice, de liberté et d'équilibre. Avec Royal Canin, vous donnez à votre chien une alimentation complète et adaptée, qui lui fournit toutes les protéines et vitamines nécessaires à sa vitalité. Royal Canin, le vrai respect du chien. Se battre avec les copains et gagner du terrain, c'est très jus de raisin. Le jus de raisin, quelle santé! Ouh, ça sent pas la rose, dis donc. Ouh là, on a peut-être besoin de maman sur ce coup-là. On m'appelle au secours? Oh, mon pauvre bébé, t'en as partout. C'est encore cette couche qui fuit. Et oui, des couches qui n'ont que des élastiques peuvent laisser passer les fuites. Mais voici les barrières spéciales anti-fuite de Pampers. En voile très doux et conçu pour empêcher tous les types de fuites. Alors, ça va vous deux? On se débrouille drôlement bien maintenant. Ça, c'est les barrières de Pampers. Pampers avec barrière spéciale anti-fuite, mieux protégé, bien au sec. Beaucoup de Français préfèrent la mayonnaise Le Sieur à tout autre, tout simplement parce qu'ils la trouvent meilleure. Pour vous le prouver, nous les avons filmés. Mayonnaise Le Sieur, pas d'erreur, c'est la meilleure. Pas d'erreur, c'est Le Sieur. La solitude pour un malade du sida, c'est le regard des autres. Nous sommes tous concernés. Avec Sida Urgence, on va tous réagir. C'est un vrai drame qui peut nous toucher tous, dès demain. Sida Urgence va vous demander de l'argent pour aider ceux qui ont tout perdu. Sida Urgence donne la parole à tous ceux qui se sentent concernés, comme vous et moi. Pensez-y en regardant cette émission et participez du mieux que vous le pourrez. Seule la prévention et l'information peuvent inverser la courbe de la maladie. Redonnons de l'espoir. Ensemble, nous serons les plus forts. Autour de Claude Sérillon et des animateurs d'Antenne 2, une mobilisation exceptionnelle. Avec Lynn Renaud, Elton John, Rock Voisine, Alain Souchon, Marlène Jobert, Smaïn, Guy Bedos, Nathalie Baye, Jacques Higelin et beaucoup d'autres artistes. Une grande action en direct. Participez à Sida Urgence, jeudi 20h50 sur Antenne 2. Alors bien sûr, nous sommes du côté d'Eliott, où nous avons tous été du côté d'Eliott, et puis ensuite on a commencé à se poser des questions. Est-ce que vraiment les extraterrestres existent? Est-ce que les phénomènes dont on nous parle quelquefois sont des phénomènes réels, des phénomènes vécus réellement, ou bien est-ce que c'est notre imagination? Et puis que font les savants, que font les scientifiques, que font les chercheurs dans ces domaines-là? Et puis quelquefois, quand on ne sait pas très bien ce qui se passe, on accuse, comme beaucoup d'entre vous déjà par le Minitel, les gouvernements, les armées, les espions, enfin tout un tas de gens qui nous cacheraient beaucoup de choses. On va essayer d'en savoir un petit peu plus ce soir sur ce plateau, et pour cela avec des observateurs qui ont au moins l'innocence de l'âge, j'espère en tout cas pour eux. Ils font partie du top d'astronomie, ils sont à mes côtés. Il y a Gaël, Olivier, Hakim, Frédéric, derrière il y a Axel et Philippe, et peut-être d'autres jeunes qui pourront poser bien évidemment des questions à ceux qui sont ici sur ce plateau, et avec qui je vais essayer de réfléchir à partir de ce que l'on voit, ou de ce qu'on a cru voir, à ce que l'on sait et à ce que l'on espère. Alors tout d'abord Michel Figuet. Michel Figuet, vous êtes quelqu'un qui avait vu quelque chose, vous, il y a quelques années.
le 20 septembre 1965 à la Martinique. Ouais. Alors on en reparlera ensemble. Léon Brenning, vous êtes à ses côtés. Vous aussi, vous avez vu quelque chose et vous pourrez nous raconter tout à l'heure. Vous n'avez pas changé d'avis depuis? D'avis, non, j'ai vu quelque chose. Vous avez vu quelque chose. Pierre Lagrange, vous êtes sociologue. Plus exactement, vous êtes chercheur en quoi? En sociologie, sociologie des sciences et des parasciences. Et des parasciences, et pour cela vous travaillez à l'école des mines à Paris. C'est ça. Jean Henneman, alors vous avez écrit notamment un livre qui m'a passionné, mais vous êtes bioastronome. C'est plutôt une discipline récente, ça, non? C'est très récent, oui. Une dizaine d'années seulement. Et vous travaillez à l'Observatoire de Paris-Meudon. François Rollin, vous êtes chimiste de formation et vous êtes exobiologiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la même chose que bioastronome, mais c'est un terme qui est un peu plus ancien. Ouais, vous en direz peut-être tout à l'heure. En fait, à vous, je demanderai un peu la définition de ce que c'est que la vie, hein, si vous pouvez nous définir tout à l'heure. Vous êtes professeur à l'Université de Paris 12. Jean-Jacques Velasco, vous êtes ingénieur au CNES et directeur du CEPRA. Le CEPRA, c'est le service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique. Bon, en clair, tout ce qui peut-être nous apparaît quelquefois, vous tentez de les expliquer à partir d'enquêtes et de vérifications. Tout à fait. Et puis Jean-Claude Ribes, vous êtes directeur d'Observatoire de Lyon et vice-président de la Société astronomique de France. Il y a beaucoup de monde dans votre société? Oh, il y a 3500 adhérents à peu près actuellement. Ah oui, complètement. Et vous avez une imagination très très grande. Hein. Votre livre le prouve. Vous serez peut-être capable de nous dire ce qui peut arriver dans les années 3000, 3500 à 4000. Ah, certainement, oui. Très certainement, dit-il, avec beaucoup de sécurité. Je vous propose d'abord, au fond, de partir à ce que l'on voit ou ce que l'on croit voir. Le document que vous allez voir a été filmé en mai 90 par la Cité des Sciences et l'Industrie dans les Ardennes, en Belgique. Il est extrait d'une enquête sur le fonctionnement de la SOBEPS. Vous connaissez bien la SOBEPS, Pierre Lagrange, Société belge d'études des phénomènes spatiaux. Ce document a seulement été diffusé dans son intégralité à la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette. Il montre d'abord un exemple concret, quelqu'un raconte ce qu'il a vu, et puis ensuite une image tout à fait étonnante. Puis donc ça s'est éclairé, c'est devenu tout blanc. J'ai vu la pointe des sapins qui bougeait et le moteur s'est coupé. Alors d'abord j'ai pas réalisé avec le moteur, j'ai regardé et j'ai vu comme le soleil une lumière forte. Et je savais pas le regarder, alors j'ai pris ma fiancée, je l'ai appuyée, je dis regarde là-haut. Alors elle a regardé et elle avait peur. Elle était sur le point de pleurer, elle m'a dit pars d'ici et tout ça, il va arriver quelque chose. J'ai voulu remettre la voiture, ça faisait ça tout le temps, mais elle ne démarrait pas. Elle n'a pas démarré. Non, elle faisait tout le temps. Oui, il y avait donc quand même une décharge, avec le démarreur fonctionnait. Oui, le démarreur allait. Hein, le démarreur fonctionnait. Oui, alors j'étais en train de pomper sur la pédale, ça n'allait pas. Je m'énervais, je me dis, on va prendre, quoi. J'étais vraiment paniqué, quoi. Alors bon, j'étais jusqu'au tournant, puis un peu plus loin, on arrive à la sortie du bois. Et c'est là que vous avez l'impression que ça vous suivait? Déjà ici, comment on dit, il faisait blanc. J'avais les phares éteints et, attendez, hein, ici, au côté, c'était éclairé jusqu'à... Grosso modo, c'était blanc, il y avait un cercle. C'était éclairé. Donc il y avait toute cette zone et probablement derrière la voiture aussi. Tout ça c'était éclairé. C'était peut-être même plus loin, mais bon, en roulant, je ne sais pas évaluer la distance. Mais je suis sûr et certain que c'était vraiment clair. C'était blanc. Et vous, mademoiselle, j'ai posé la question, hein, est-ce que ça vous donnait l'impression d'avoir des ombres ou pas, la lumière? J'ai pas osé trop regarder, moi. Ce que j'ai regardé surtout, c'est les arbres. Parce que ça m'a assez frappé. Les arbres qui bougeaient? Les arbres, oui. Et fort, pas un vent faible, mais carrément plié. C'était vraiment plié? Oui, ça, sûr et certaine. Pas le dessus du moins. Hein. Oui, pas ici, oui. Hein, le dessus, quoi. Non, tout ça a l'air bien intact. Le radar de notre système de défense a détecté un objet, ou ce qu'on appelle un écho, à l'écran. Et cet objet se déplaçait à une vitesse très lente, à du 30-40 km à l'heure. Nous avons décidé d'envoyer des avions en l'air, des avions type F-16, donc des intercepteurs. On a détecté un objet, le même objet, au radar F-16, et cet objet, pour nous, s'est déplacé à une vitesse non conventionnelle. Tout d'abord à une vitesse très faible, et a accéléré et a descendu à une vitesse phénoménale vers le sol.
Dans la nuit du 30 mars 1990, l'incroyable scène. Des centaines de témoins aperçoivent 3 points lumineux au-dessus de Bruxelles. Principal accusé, l'avion furtif américain F-117. L'armée intervient, s'interroge et rejette l'hypothèse sans nuance. Pour nous, cette hypothèse est exclue. Se déplacer à une vitesse de 20 km à l'heure n'est pas dans les performances de ces avions-là. Deuxièmement, les Américains devraient obtenir la permission du ministre de la Défense pour faire des essais au-dessus du territoire belge. Il n'y a pas eu de demande, il n'y a certainement pas eu d'approche du côté américain pour faire des essais pareils. Et je ne vois pas pourquoi les Américains viendraient ici pour faire des essais d'une telle nature. À travers ces témoignages, on retrouve plusieurs de vos interrogations par Minitel, le 3615 Code A2. Vous nous avez envoyé beaucoup de questions sur l'armée, les services secrets, les gouvernements qui nous cachent tout. Vous êtes très nombreux à le penser. Alors, je vais d'abord essayer de le vérifier avec un premier témoignage. Léon Brenning, vous avez travaillé, vous, avec la SOBEPS. Oui. Vous avez observé vous-même quelque chose. C'était en quelle année? C'était en 1990, au mois de mars. Et c'était dans le cadre d'une campagne d'observation que nous avions organisée pour tenter d'observer. Donc c'était pas une observation accidentelle. Où Alors c'était près de Liège, dans une zone montagneuse, près de Liège, et il y avait 4 sites d'observation séparés par une dizaine de kilomètres les uns des autres. Et vous avez vu quoi très précisément? Mais ce que j'ai vu, c'est donc un objet qui présentait 3 feux, 3 zones lumineuses. Comparable à ce qu'on a vu là? Tout à fait comparable à ce qu'on a vu là, qui volait de manière... enfin, qui avait une vitesse apparente très lente. C'est difficile à dire parce que, comme on n'a pas de point de repère, on ne connaît pas la distance. Je sais pas si vous êtes quand même physicien, vous n'êtes pas chanteur de rue, hein? Non, non, mais c'est pour ça que je vous dis que c'est difficile de mesurer une vitesse quand on n'a pas une notion de la distance de l'objet ni de sa taille. Tout ce qu'on peut dire, c'est quelle est sa vitesse angulaire, le nombre de degrés qu'il parcourt par seconde. Et donc ça me paraissait très lent. Et disons, ce qui m'a paru le plus étrange et qui m'a fait penser que je voyais bien l'objet dont parlait beaucoup de monde, beaucoup de témoins avaient cité dans les semaines qui précédaient, c'est que l'objet arrivait un petit peu, presque au-dessus de moi, à effectuer un pivotement, comme s'il pivotait autour d'un axe, et est parti à 90 degrés dans une direction qui était justement celle d'un autre groupe d'observation avec lequel j'étais en communication téléphonique, ce qui fait que j'ai pu leur téléphoner et leur dire que cet objet allait passer au-dessus d'eux. Et toujours à cette même vitesse relativement lente? Apparemment très lente. On a fait une estimation connaissant la distance entre les deux groupes et le temps qu'avait mis l'objet pour devenir visible par l'autre groupe, parce qu'il y a des collines, enfin ce qu'on peut appeler des montagnes en Belgique. Oui. Et on a estimé qu'il volait à quelque chose comme, compris entre 20 et 50 km à l'heure. Ouais. Vous avez immédiatement pensé à un objet militaire, à un avion, à quelque chose, à un F-111, là aussi ou pas? Non, je n'ai pas pensé à un F-111 parce que je m'étais intéressé déjà dans les semaines qui précédaient au prototype, et je savais qu'un F-111 ne peut pas faire ce genre de manœuvre, voler aussi lentement, comme le dit le général de Brouwer qu'on a entendu maintenant, ou bien comme, disons, incapable de faire des mouvements de pivotement comme on les a observés. Alors, est-ce que vous pensez que votre témoignage est dans les 25% dignes de foi? C'est un petit peu votre idée. Est-ce que vous faites partie des 25% qu'on peut effectivement considérer comme dignes de foi? En fait, la SOBEPS aurait rejeté mon témoignage. Parce qu'ils sont beaucoup plus exigeants que cela. C'est-à-dire, ils demandent de voir un objet avec beaucoup plus de détails que ce que j'ai vu. Moi, je n'ai vu finalement que 3 zones lumineuses qui me paraissaient énormes par rapport à la superficie du triangle qui paraissait sous-tendre, contenir ces 3 feux. J'ai cru voir un contour triangulaire, mais on peut toujours être l'objet d'hallucinations et reconstruire des contours quand on voit des formes lumineuses. Donc la SOBEPS, elle, tente de ne retenir que les observations qu'elle
imagine comme étant rapprochée, où on voit des détails de structure, etc. Alors, Michel Figuet, je vais vous demander votre témoignage. On va voir si la SOBEPS éventuellement aurait pu retenir votre témoignage. Vous avez vu le 20 septembre 65, c'est ça? Vous étiez transmetteur sur un sous-marin, vous étiez à quai à Fort-de-France, c'est bien ça, et vous avez aperçu une boule lumineuse. Oui, un phénomène de lumière nocturne. Bon, je me trouvais de quart à la coupée du sous-marin Junon, qui se trouvait à couple d'un autre sous-marin, la Daphné, elle-même à couple du bâtiment de soutien logistique, le Rhône. Donc nous étions plusieurs témoins. L'observatoire météorologique de 2C, il y a un météorologue de témoin, à Caravelle aussi un météorologue. Donc je possède un document météorologique qui m'a été transmis il y a quelques années. Alors ce que j'ai vu, je vais vous expliquer succinctement, c'est-à-dire que venant du sud-ouest, une boule lumineuse de la dimension apparente de la pleine lune, comme un tube fluorescent, se déplaçait horizontalement en direction du nord-est. Elle laissait derrière elle une traînée lumineuse de la même largeur que son diamètre. Et en direction de l'azimut 130, vers le domaine de la Pagerie, la boule a décrit une boucle à 90 degrés, elle est descendue vers les collines, et tout en descendant, elle a décrit une boucle complète, elle a continué à descendre, une seconde boucle dans le sens des aiguilles d'une montre, et elle s'est arrêtée en station. Tout autour, il s'est formé un halo. J'ai eu le temps de monter dans le kiosque, de prendre des paires de jumelles et de regarder à la jumelle. La boule s'est éteinte. Vous n'avez pas pris de photo? J'étais factionnaire à la coupée. Ah on ne pouvait pas descendre. Et on avait tous des appareils de photo. Et il y en a qui ont pris les photos? Personne, je ne me souviens pas. C'est pas de chance, hein. Pas de chance, si on peut appeler une chance d'observer un ovni. Vous en souvenez très très précisément quand même. Bien sûr. Et il y a eu autre chose, c'est-à-dire que là c'est 19h30, 19h35. La traînée s'est sublimée à 19h35. Après la disparition de la boule au milieu du halo. Par comparaison, comme quand on étend une lampe au milieu d'une lampe dans une pièce. Et 1h30 après, à 21h04, au même endroit, le halo s'est reformé, la boule s'est éclairée au centre du halo, elle est remontée, elle a décrit les deux mêmes boucles en sens contraire, l'angle à 90 degrés, et elle est repartie vers l'Amérique centrale, dans le sens contraire de... Alors ça, si je comprends bien, vous étiez plusieurs à l'avoir vu. Il y avait environ 1000 témoins. 1000 témoins? Oui, tous les gens qui se trouvaient dehors ont vu le phénomène. Et pourtant, personne n'a été capable de l'expliquer? Non, j'ai envoyé il y a de nombreuses années à M. Jacques Vallée, même au GEPAN à l'époque, mon témoignage, et je n'ai jamais eu de réponse. Bon, alors, Monsieur Velasco, vous allez peut-être répondre. Si je sais pas, est-ce qu'il y a différentes valeurs à des témoignages? Est-ce qu'il y a des choses qui sont vérifiables, quantifiables? Quel est votre critère? Tout à fait. Tout d'abord, il faut quand même préciser dans quelles conditions nous parviennent les témoignages que nous avons analysés. Lorsque le CNES a été chargé d'organiser cette cellule pour étudier le phénomène OVNI, ça répondait à 3 critères qui étaient ceux d'abord de l'intérêt du public porté sur le sujet. Deuxièmement, c'était la connaissance scientifique concernant l'environnement aérospatial. Et enfin, le troisième élément, c'était de savoir s'il y avait des phénomènes naturels ou artificiels qui pouvaient présenter un danger pour la sécurité du pays. Oui, mais alors, il y a 4 facteurs selon vos analyses. Le témoin, son témoignage, son discours, l'environnement physique et l'environnement psychosocial. C'est-à-dire qu'en fait, vous commencez grosso modo, pardon, mais à vous demander si tous ces gens-là sont sains d'esprit. Oui, alors on part du principe, si vous voulez, où l'ensemble des personnes qui rapportent un témoignage sont tout à fait sains d'esprit. Notre travail n'est pas de déterminer si nous avons affaire à des personnes qui ont des problèmes psychologiques ou pas. Notre problème, en l'occurrence, lorsqu'un témoignage nous arrive, c'est d'essayer de comprendre l'ensemble des éléments qui nous permettront d'accéder à l'information qui a suscité la réaction du témoin. Vous avez combien de procès-verbaux à peu près par an? Mais écoutez, on peut estimer qu'il y a depuis 1977, date à laquelle le GEPAN a commencé à centraliser les procès-verbaux de gendarmerie, 2200 témoignages qui nous sont parvenus. 2200 depuis cas. 1977. Depuis 1977. C'est peu? C'est beaucoup, je ne sais pas. C'est peu et à la fois c'est beaucoup car ça dénote déjà une démarche particulière d'aller dans une gendarmerie ou dans un commissariat de police pour déclarer... Dites-moi, quand vous êtes comme M. Figuet impressionné par cette boule de feu, le départ, l'arrivée, machin, vous vivez que de ça. D'ailleurs, depuis, il ne pense qu'à ça. De feu, entre parenthèses. Oui, mais si vous voulez, il est à peu près certain que les personnes qui ont fait une observation d'un phénomène quelconque veulent avoir une réponse. Et cette réponse, elle, pour certaines personnes,
elle va les conforter peut-être dans l'idée qu'ils se font d'un phénomène. C'est la raison pour laquelle certaines personnes pensent que derrière un phénomène atmosphérique, comme par exemple une rentrée d'un satellite, ils vont y voir la présence d'un engin extraterrestre. Alors que d'autres personnes... Vous me confirmez ce chiffre, 21 000 objets ont été lancés dans l'espace depuis 1957? Tout à fait. Tout à fait, et actuellement... Et il y en a combien qui retombent de temps en temps? Alors, actuellement, si vous voulez, il y a 7000 objets qui sont suivis en permanence par les réseaux de détection radar ou optique américains, et on peut estimer qu'il y a à peu près de l'ordre d'une rentrée de ces satellites par jour. En gros, ce sont les chiffres actuels. Et alors, autrement, vous avez quelquefois de vrais doutes? Vous dites, celui-là, il a vraiment raison ou pas? Alors, c'est peut-être pas comme ça que les choses s'effectuent. Si vous voulez, nous avons plusieurs phases dans notre travail d'investigation. Tout d'abord, lorsque vous recevez des données sous forme de procès-verbaux de gendarmerie, ce sont des documents écrits qui relatent des témoignages. Bon, à partir de là, pour se rendre compte de ce qu'est l'ensemble de ces événements qui sont décrits, on fait un travail statistique. Donc ce travail statistique va nous permettre de faire une classification des phénomènes. Peut-on classer ou non un phénomène à partir de ces témoignages qui nous parviennent? Donc ça vous donne déjà une grande catégorie de choses que vous éliminez parce que vous n'avez pas la possibilité d'expertiser. Ensuite, lorsque vous avez tous les éléments pour faire une expertise, vous vérifiez par exemple la position des astres au moment où la personne se trouvait à un endroit où elle a fait l'observation insolite d'un point qui brutalement a disparu. Vous faites, avec une grille scientifique avérée, vous faites une lecture du témoignage. Tout à fait. Tout à fait. Et là, on mesure, si vous voulez, l'ensemble des éléments, à savoir la description du phénomène, les conditions et circonstances dans lesquelles la personne a observé cet événement. Et puis, c'est comme ça qu'on peut se rendre compte, dans certains cas, que la personne a été influencée par des lectures ou a été confrontée à des phénomènes tout à fait naturels et qu'elle n'a pas interprété correctement. Pierre Lagrange, je vous donne connaissance de ce sondage réalisé par nos confrères de Télépoche et d'Ipsos. 4 Français sur 10 croient à l'existence des extraterrestres. Alors vous, de votre poste d'observation privilégié, vous avez quelle attitude? Prudente, un petit peu comme M. Velasco, comme M. Brenning, ou vous, effectivement, vous rentrez un petit peu dans ce jeu? C'est-à-dire que, bon, il faut être prudent, je crois, de nature, je dirais. Mais la démarche qui est la mienne, on peut l'illustrer par rapport à l'extrait du film que les gens ont vu. Lorsque Jean-Christophe Monferrand, donc, a réalisé le film, est venu me trouver, on a discuté donc des ovnis, de la façon dont les controverses se passent, tout ça, et on a décidé d'essayer de faire un reportage un petit peu différent de ce qui se fait habituellement. Habituellement, on filme des témoins, on filme des scientifiques, on essaie de comprendre, de répondre à la question est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, et en général, bon, les gens restent plus ou moins sur leur faim. Et là, ce qu'on a décidé, c'est de faire en gros un pas en arrière pour essayer de saisir également tous ces éléments, tous ces acteurs, mais également le cadre dans lequel ils s'insèrent. Et donc, au lieu de simplement filmer les témoins, on a rajouté l'enquêteur, en l'occurrence Michel Bougard de la SOBEPS, pour voir comment des ufologues interviennent sur le terrain et quels éléments, quels arguments ils vont se donner, ils vont utiliser pour prouver qu'il s'est passé quelque chose ou non. Et là, on essaie de saisir de la même manière quelles sont les différences fines qui existent entre le travail d'amateurs qui s'intéressent à ces sujets-là et le travail d'un professionnel comme Jean-Jacques Velasco ou le travail d'autres personnes. Vous comprenez qu'à travers les âges, on soit tous fascinés par ça et qu'on se pose tous la même question et que lorsqu'on envoie un témoignage comme celui de M. Figuier, on se dit quand même c'est assez troublant, non? Oui, c'est troublant, mais justement tout l'intérêt c'est de voir qu'est-ce qu'on va développer comme type de raisonnement, comme type de discussion autour de ces sujets-là. Alors là, il se trouve que, bon, il y a des arguments classiques, on dit que c'est irrationnel, c'est pas scientifique, c'est le retour du Moyen-Âge, le folklore et tout ça. Je pense que c'est allé un peu vite parce que l'OVNI, bon, d'abord c'est un phénomène récent, c'est daté de 1947, c'est la sortie de la guerre. Et les premiers, ça aussi c'était une question qu'on a reçue par Mitel, les premiers constats d'OVNI, entre guillemets, bon. C'est 47, c'est ça? Il n'y a pas eu avant? Non, si on veut être, non, c'est plus complexe que ça. Si on veut être précis, l'expression soucoupe volante date de 1947. Du 25 juin 1947. C'est daté, c'est un peu après-midi, c'est les premières dépêches Associated Press. Donc c'est aux États-Unis, dans l'Oregon. Voilà, oui, oui. C'est les journaux de l'après-midi. Non, parce que l'observation date de 24 heures auparavant. D'accord. Mais regardez, on va regarder des diapositives. Vous allez essayer de nous les commenter les uns les autres, savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut les voir? Alors ça, qu'est-ce que c'est d'après vous? Nuage lenticulaire. Qu'est-ce que c'est? Une nuage lenticulaire, c'est-à-dire? Un nuage lenticulaire. Un nuage lenticulaire, c'est-à-dire d'après vous?
Et il a la forme d'une lentille, et c'est un nuage, tout simplement. Ce n'était pas un objet volant non identifié. Non. Vous connaissez ça? Bien entendu. Alors qu'est-ce que c'était au départ? Effectivement, M. Figuet a raison, c'est un nuage lenticulaire, c'est un altocumulus lenticularis pour employer l'expression scientifique. Et c'est un nuage qui se forme généralement en région montagneuse. Et lorsqu'il est éclairé avec un soleil bas sur l'horizon, ça donne effectivement une splendide soucoupe volante qui a, on a le sentiment qu'elle se promène doucement au-dessus. On a vraiment cette impression-là. La diapo suivante. Tir d'une fusée Tiber en 1972. Ah oui, vous les connaissez tous, ouais, c'est ça. Donc là, il ne sera pas piégé. Vous confirmez? Tout à fait. Hein, c'est un tir à portée de missile, on va passer au suivant. Si on peut le voir. Alors ça. C'était en quelle année? C'était quoi? Vous pouvez dire, monsieur Velasco? Oui, alors ça fait partie un petit peu des mythes qui existent en l'occurrence, à savoir que la photo peut constituer une preuve d'un phénomène qui a été observé. En réalité, ça ressemble à Steven Spielberg. Hein, ça, tout à fait. Lorsque nous avons reçu ce procès-verbal de gendarmerie, qui était accompagné de ces photographies, la personne prétendait avoir photographié donc une soucoupe qui s'était déplacée dans le ciel. Et en effectuant donc une analyse à la fois des clichés photographiques et également des circonstances dans lesquelles cette personne avait fait l'observation, nous sommes aperçus que cette personne avait photographié la planète Vénus et avait utilisé un doubleur de focale avec un 400 mm. Alors je laisse à l'appréciation des personnes qui pratiquent la photographie le genre d'effet que ça peut donner. Oui, effectivement, mais c'est très troublant. Dernière diapositive qu'on peut regarder, c'est un phénomène étrange qui a été pris au Texas. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus? Alors ça fait partie des documents qui pourraient avoir une certaine authenticité, dans la mesure où la commission militaire américaine, qui était à l'époque la commission du rapport Blue Book, avait examiné tout un ensemble de cas. Et parmi ceux-ci, il y avait cette photographie qui a été prise à Lubbock, au Texas, en 1951, où les gens de cette petite ville ont observé au-dessus de leur tête la formation de ces points lumineux qui a traversé la ville. Et il se trouvait qu'à ce moment-là, une personne avait un appareil photographique, a pris la photo. Alors c'est extrêmement intéressant parce que nous avons là des témoins multiples avec des gens qui ont pu valider par un moyen objectif, qui est la pellicule photo en l'occurrence. C'est dommage pour M. Figuet de ne pas avoir fait ça, quoi. Hein, mais ça confirme aussi l'idée sur laquelle l'armée nous ment, nous cache des choses, non? Non, absolument pas. Tout au moins en France. Je peux dire que depuis, on est rassuré. je peux dire que depuis que le CNES donc a mis en place le GEPAN et le CEPRA, nous travaillons en étroite collaboration avec les différents organismes publics, qu'ils soient civils ou militaires, c'est-à-dire la gendarmerie nationale en ce qui concerne le recueil de l'ensemble des personnes qui se rendent dans les brigades pour témoigner, mais également avec l'aviation civile et militaire, en ce qui concerne notamment tous les problèmes liés à la détection des phénomènes qui se déroulent dans l'atmosphère. Pierre Lagrange, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, sur les histoires de secrets militaires, c'est un chapitre énorme du dossier des OVNI. Et il faut noter quand même un fait très intéressant, c'est que les premières enquêtes militaires et également les premières enquêtes du FBI, donc le Bureau fédéral d'enquête américain, remontent au début de l'été 47, donc quelques jours après les premiers témoignages de soucoupes volantes. Et il faut savoir que dès octobre 47, il y avait au sein de la hiérarchie militaire un certain nombre de responsables qui envisageaient déjà qu'il puisse s'agir de vaisseaux extraterrestres. Donc on pense souvent que c'est une mythologie populaire qui s'est greffée là-dessus. On affirme que sur la base américaine d'Edwards, si on possède des preuves matérielles de l'existence d'ovnis, on dit que John Kennedy a rencontré officiellement des visiteurs venus d'ailleurs. Dans ma version, c'est plutôt Eisenhower, mais bon. Il y a beaucoup de questions comme ça quand même qui reviennent. Et dans les courriers des journaux qui s'intéressent à ces phénomènes, à chaque fois il y a des questions sur ce fait-là. Non mais c'est vrai que tout le monde s'est interrogé sur ces phénomènes et que même les militaires n'étaient pas, comment dire, imperméables à certaines idées. Et donc dès octobre 47, certains en la fin de 48 ont même rédigé un rapport secret qu'ils ont envoyé au général d'état-major en lui soumettant l'hypothèse extraterrestre. Bon, le rapport a été rejeté, mais donc c'est pas simplement une hypothèse populaire. Elle a été testée, elle a été discutée dans le cadre de réflexions qu'on pourrait dire sérieuses. Enfin bon, ça, le mot sérieux varie tellement selon les personnes que... C'est-à-dire, on pourrait penser que pour des raisons militaires ou autres, on ne veut pas trop dire des choses qui ont troublé, par exemple, les plans de vol des avions ou les espionnages. Il est évident que les militaires ont des secrets.
Au départ, aux États-Unis, quelqu'un s'est bien trompé à propos des avions U-2. Donc ça vient quelque chose qui est réel au départ. Oui, mais le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire, ces histoires de secrets? Les militaires ont des secrets. Bon, les ufologues américains qui sont très férus de procès qu'ils intentent avec la loi sur la liberté d'accès aux documents administratifs, ont intenté des procès donc au FBI, à la CIA et à l'US Air Force. On a rendu public des documents qui mentionnent des ovnis. Alors certains sont des témoignages qui ont été recueillis, et d'autres sont tellement caviardés qu'on voit juste le terme UFO, et on ne sait pas ce qui est écrit dans le document. Alors, les ufologues disent, c'est la preuve qu'on nous cache quelque chose sur les extraterrestres. Alors, on ne peut pas le dire. Jean Heinemann, vous êtes complètement réfractaire à tout ça. Non, je ne suis pas réfractaire, mais quand j'écoute des collègues sérieux qui ont étudié la question de façon sérieuse, Velasco par exemple, il en ressort qu'il n'y a rien qui indique de façon scientifiquement valable que un ovni ait quoi que ce soit à faire avec une civilisation extraterrestre. Bon, pas un cas. Donc l'hypothèse selon laquelle les ovnis auraient un rapport avec des civilisations extraterrestres n'est pas une hypothèse rentable. D'un autre côté, les scientifiques, et Jean-Claude Rive sera d'accord avec moi, les scientifiques imaginent très bien qu'il puisse y avoir des civilisations capables de construire des engins qui puissent se déplacer d'étoile à étoile, de planète à planète, donc on pourrait en observer. Bon, on n'en observe pas. Alors, tout à l'heure, on évoquait la possibilité... attendez, Monsieur Viguet, Monsieur Brenning, ça les fait frémir ce que vous dites là. Ben, je voudrais bien savoir Monsieur Viguet, Monsieur Brenning? Non, je pense qu'on n'a pas de preuves qu'il s'agisse d'extraterrestres, et on n'a pas plus de preuves qu'il n'en s'agit pas. Bon, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, prenons une autre piste. Une autre piste, c'est d'abord de dire ce que je viens de dire, c'est que les scientifiques ne rejettent pas la possibilité de ça. Malheureusement, on n'a pas de cas. Bon, passons à autre chose. Et l'autre chose... Vous en avez un, vous? Je ne pense pas qu'on n'ait pas de cas. Je pense qu'on a un certain nombre de cas qui sont des candidats. Oui, mais on des n'a candidats peu valables. Pas du tout. Il n'y a que le dernier qui pourrait amener quelque chose. Je ne pense pas. J'ai bien discuté avec Velasco je crois que plusieurs fois. Il m'a dit qu'il n'y a pas un cas qui tienne la route. On a ici question littérature, il y en a des centaines de cas. On a ici des centaines de cas qui se sont passés en Belgique pendant les 2 dernières années. Je ne dis pas, je ne prétends pas, personne ne prétend d'ailleurs dans ce livre qu'on ait démontré qu'il s'agit d'extraterrestres, mais en tout cas ce sont des cas d'une étrangeté vraiment étonnante. S'il s'agit de terrestres, on a du mal à comprendre les motivations qui sont derrière ces manipulations. Donc ce sont des cas qui sont des candidats intéressants, et ce qui nous a manqué, pour pouvoir peut-être aller plus loin, c'était des moyens. Des moyens, c'est ce et si on continue à dire qu'il n'y a pas de cas et que ça vaut donc pas la peine d'être étudié, il n'y aura donc pas de moyens et on en restera toujours à ce stade. Avec le doute. Monsieur Figuet? Je n'ai jamais dit que ce que j'ai observé était d'origine extraterrestre, mais que les physiciens m'expliquent qu'une boule d'environ 80 mètres de diamètre, 30 secondes d'arc à 10 km, comment peut-elle décrire cette trajectoire et repartir? Attendez. Si. J'étais timonier, spécialiste de leur connaissance, et je pouvais quand même mesurer des distances. Impossible de mesurer des distances. Le domaine de la pagerie jusqu'à la rade, ça fait 8 km. Oui, mais il était peut-être plus loin. Alors, plus loin, alors il aurait été beaucoup plus gros, il aurait fait 100 mètres de Voilà, diamètre. justement, c'est là le point. Et vous tombez tous dans le panneau, sauf monsieur tout à l'heure. Au fond, monsieur Figuet, ce que vous voudriez, c'est une explication scientifique. À défaut de croire aux extraterrestres, vous voulez une boule qui décrit une trajectoire et qui repart 1h30 après. Je ne dis pas que c'est d'origine extraterrestre, mais qu'on m'explique un phénomène de plasma, une foudre en boule, non, un météore se désintègre, il ne repart pas. Bon, je voudrais reprendre la parole. Non, mais peut-être que vous pouvez lui répondre. Parce que vous me l'avez reprise tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez lui répondre très précisément, parce qu'il demande une explication? Non, je considère que c'est une piste pas rentable au point de vue scientifique. Le sujet ce soir, ce sont l'existence, oui ou non, de civilisations extraterrestres. Attendez, oui ou non? Si vous voulez bien me... Je suis venu pour ça. Si vous voulez, oui, mais si vous voulez bien quand même, moi, imaginons que j'ai vu ça. Comme M. Figuet. Moi, j'ai besoin que vous me répondiez. Alors, je m'en fais parce que M. Heinemann et tout. Mais avant d'aller un petit peu plus loin dans le débat, vous me permettrez d'essayer de comprendre un petit peu plus. Hein? Oui. Est-ce que vous avez une explication concrète à ça? Non. Je n'en ai pas. Je me réfère à Velasco, par exemple. Non, moi, je suis d'accord à 90% avec l'analyse de Jean Heinemann, mais pas avec ses conclusions.
Effectivement, bon, tous les scientifiques sont d'accord pour dire qu'il doit y avoir des civilisations extraterrestres. Un certain nombre, et nous récemment nous l'avons fait, ont montré comment on pouvait, sans une technologie folle et sans violer les lois de la physique, aller d'étoile en étoile. Et donc ce que nous envisageons de faire, d'autres l'ont peut-être fait, pourraient le faire. Donc l'hypothèse extraterrestre pour les ovnis est une hypothèse possible. Et contrairement à Jean, je pense qu'elle mérite d'être étudiée, parce que ce serait quand même trop dommage d'être en train de tendre l'oreille, de tendre nos télescopes vers les étoiles pour chercher un signal, et puis pendant ce temps, vous avez un petit titi qui vous tape sur l'épaule, on dit non, non, je ne me retournerai pas parce qu'il ne peut pas être là. Ouais, non, moi, j'ai envie qu'on se retourne, qu'on jette juste un petit coup d'œil dans le rétroviseur, et qu'on donne des moyens aux gens comme Jean-Jacques Velasco, de façon à poursuivre ce travail. Oui, voilà. il s'agit pas, tout à fait, il ne s'agit pas de couper les moyens pour l'étude des ovnis. C'est pas ça du tout. Mais à mon sens, il y a une piste plus valable, c'est celle engagée par les scientifiques actuellement, en particulier dans le programme SETI. Alors, on va commencer à en parler. On va d'abord voir, je dirais, ce qui est tout proche de nous, c'est dans le Cher, c'est à Nancy. C'est depuis 30 ans. François Biraud, directeur de recherche au CNRS, écoute 1 à 2 semaines par an, ainsi que 40 chercheurs, les 300 étoiles solaires les plus proches, avec le radiotélescope de Nancy dans le Cher. Vous allez voir ce reportage de Didier Régnier, tout à fait étonnant. On ne sait pas que ça existe, ou peu de gens savent que ça existe, mais c'est très impressionnant, et c'est peut-être de là que pourraient nous venir quelques-unes des réponses. Voilà, nous arrivons au site du grand radiotélescope de Nancy, de notre grande oreille en France, qui 24 heures sur 24 est à l'écoute des ondes qui nous arrivent des astres, et en particulier qui est tout à fait adaptée, parce qu'elle est très sensible, très grande, très performante, tout à fait adaptée à rechercher les très faibles signaux qui pourraient être d'origine intelligente et d'origine artificielle. Nous l'avons déjà utilisé pour ça, et si un jour en France on écoute des signaux qui proviendraient d'extraterrestres, ce sera certainement ici à Nancy. Le radiotélescope comprend d'abord cette grande surface de grillage de 200 mètres par 40, donc 8000 mètres carrés, et c'est ça qui reçoit les ondes qui arrivent du ciel et qui les renvoie, parce qu'une surface de grillage se comporte pour les ondes de radio comme un miroir pour la lumière, donc les réfléchit vers le deuxième miroir là-bas qui lui est courbé de manière à concentrer ces ondes, à les focaliser sur les antennes où elles sont reçues, après quoi elles sont amplifiées, détectées, analysées, disséquées, etc. pour voir ce qu'il y a dedans d'intéressant. 400 tonnes de miroirs dirigés vers des centaines d'étoiles, 60 000 longueurs d'onde, 30 années d'observation pour essayer de détecter un signal, un seul signal, celui d'une intelligence extraterrestre. Autant dire que la mission est difficile, mais ici chacun y croit, François Biraud en tête, pour qui le plus important est de suivre sa bonne étoile. Une des grosses difficultés du fonctionnement du télescope, c'est bien entendu d'incliner cette surface de plusieurs milliers de mètres carrés, de plusieurs milliers de tonnes, pour choisir le point du ciel que l'on veut observer. Mais c'est ce qui nous permet de choisir telle ou telle des 1000 ou 2000 étoiles qui vont faire partie du programme, c'est-à-dire que nous allons observer pour essayer de détecter d'éventuels signaux. Chaque jour, des dizaines et des dizaines de chiffres et de courbes racontent l'histoire des étoiles et leur déplacement. Pour ceux qui observent et écoutent, 40 chercheurs au total, le plus délicat reste d'interpréter cette somme de données et d'y lire l'éventuel message, celui qui les fait courir et rêver depuis tant d'années. Le signal qui arrive sur le radiotélescope, on le dissèque, on l'analyse en toute petite bande de fréquence, parce qu'on a toute raison de penser que si un signal est artificiel, il arrivera à une longueur d'onde bien précise et pas aux autres à côté. Alors ici, on a la quantité d'ondes reçues aux différentes fréquences, aux différentes longueurs d'onde. Et le jour, peut-être improbable, mais le jour où un signal arrivera, il se présentera ici comme un pic sur cette courbe. Il y aura une longueur d'onde privilégiée à laquelle on aura beaucoup plus d'énergie reçue qu'aux autres. Et ce pic, il faudra bien entendu soigneusement vérifier qu'il est bien d'origine extraterrestre, qu'il est bien d'origine intelligente, qu'on le réobserve plusieurs fois, que ça n'est pas un parasite d'origine terrestre, et ce jour-là, peut-être, nous aurons réussi, nous aurons eu le contact avec une autre civilisation. Mais vous, ici, vous êtes récepteur, cela implique en fait que l'émetteur, donc l'extraterrestre potentiel, est le même système de communication. Comment pouvez-vous entrer en contact l'un avec l'autre? D'abord, on peut envisager
recevoir des émissions non intentionnelles, c'est-à-dire leurs émissions de télévision, ou leur radar, ou Dieu sait quoi. Les ondes de radio sont quand même assez générales, assez universelles, pour que une autre civilisation, même si elle est très différente de la nôtre, utilise également les ondes de radio. Cela fait quand même 10 ans que vous pratiquez ce genre d'observation. Est-ce qu'une seule fois seulement vous avez entendu un signe? Bien des fois. On a souvent observé là-dessus des signaux qui nous paraissaient bizarres. Le problème, c'est que jusqu'ici, chaque fois qu'on a voulu vérifier, ces signaux ont montré qu'ils étaient d'origine terrestre et non pas d'origine extraterrestre. Cela n'est pas désespérant à la longue? Non, c'est pas désespérant, parce que je crois que c'est toutes ces expériences qu'on a faites sans succès depuis plus de 10 ans, en fait, maintenant, depuis bientôt 30 ans, c'est toutes ces expériences qui ont fini par faire avancer les choses par le fait qu'on y croit suffisamment pour lancer maintenant des programmes beaucoup plus ambitieux. Alors, dans quelques instants, on va reparler de ce programme un peu plus ambitieux, qui est le Méga-SETI. On va en voir quelques images. Mais quand même, ça doit être complètement désespérant, non? Parce que depuis 30 ans, on n'a rien vraiment trouvé. Non. En fait, c'est une technologie extrêmement complexe. Jusqu'à maintenant, on a fait de la pêche à la ligne, pratiquement, dans les océans cosmiques. Mais grâce à ces prises de conscience du problème, on a développé, enfin je dis on, c'est essentiellement la NASA, a développé des technologies nouvelles qui font que quand le nouveau système, qui doit être terminé cette année, qui sera allumé officiellement, on va le voir en octobre et pompeusement prochain, le 12 octobre 92, au bout de 3 minutes, il aura fait plus que tout ce qu'on a fait depuis 30 ans. Alors, attendez, avant de le voir justement, donc ça a été inauguré par le général de Gaulle, je crois, en 65. Ah, le radiotélescope de Nancy. De Nancy. Oui. Franchement, on n'a rien trouvé quand même. Mais si, comme vient de le dire Biro, on a des alertes nombreuses, mais qui ne tiennent pas la route. Eh bien, on pourrait dire que nous, on a beaucoup plus d'ovnis, entre guillemets, par ces alertes que les gens qui disent avoir observé des ovnis. Donc on est encore plus fourni en matériel. Par exemple, Jean-Claude Bribaud, M. Edman, vous devez être un petit peu jaloux de la découverte issue du satellite Kobe, la récente. Parce que vous devez vous dire enfin quelque chose de concret, là, non? Non, absolument pas. Parce que le satellite Kobe vient de faire cette semaine une découverte fondamentale pour la cosmologie, c'est-à-dire pour essayer de comprendre comment tout l'univers a pris son origine. Et en particulier, comment la Terre s'est formée suite à tout ça, et non seulement la Terre, mais toutes les galaxies, toutes les étoiles, les planètes qu'il peut avoir autour des étoiles. Et ça donne un contexte, une scène de l'univers qui, justement, depuis plusieurs années, nous encourage à penser qu'il y ait de la vie ailleurs. C'est ça le fondamental. Alors, c'est pourquoi je n'interdis à personne, évidemment, de suivre la piste OVNI, mais elle me semble peu rentable. Quand même, hein, vous êtes assez catégorique là-dessus. Non. Mais il y a une piste beaucoup plus rentable, c'est celle engagée sur la recherche de signaux artificiels extraterrestres. Alors, je voudrais encore la justifier au point de vue scientifique. Au point de vue scientifique, les scientifiques travaillent avec une hypothèse de départ. Une hypothèse relativement raisonnable, et ils œuvrent pour essayer de la vérifier par des observations, des technologies. Alors, au point de vue civilisation extraterrestre, il y a 3 hypothèses successives qui s'emboîtent. Premièrement, la vie sur Terre est le résultat d'un processus d'évolution naturelle du cosmos. Autrement dit, pas de création artificielle, enfin, ex nihilo par quelqu'un. Phénomène naturel. Deuxièmement, ce qui est arrivé sur Terre a pu arriver ailleurs. Non mais attendez, c'est intéressant, c'est négation de Dieu. Ah oui, mais ça n'a rien à voir pour nous. Alors, je suppose que vous posez le problème de temps en temps. Non, pas à ce point de vue-là, pas à partir de là. Et là, si vous voulez faire dévier sur Dieu, alors je vous réponds tout de suite, de quel Dieu voulez-vous parler? Alors là, on a pour 1 heure. Non, parce que je vous vois venir, vous allez me dire on n'a pas le temps et tout. Oui, justement. Mais je veux exposer les 3 hypothèses scientifiques raisonnables. Premièrement, ce qui est arrivé sur Terre, c'est naturel. Ce qui est arrivé sur Terre peut arriver ailleurs. Dans notre galaxie, il y a 100 milliards d'étoiles et on connaît 100 milliards de galaxies. Bon, ça fait de l'ailleurs. Et troisièmement, l'intelligence humaine n'est pas le summum de ce que le cosmos a pu produire. Ça fait mal à beaucoup de gens. On va en parler juste après, parce que je voudrais qu'on voit Arecibo pour montrer l'avancée que ça donne. Laissez-moi tirer la conclusion de ça. Donc, conclusion raisonnable de ces 3 hypothèses, il pourrait y avoir des intelligences extraterrestres dans le cosmos supérieures à nous. En bon scientifique, on veut vérifier avec les moyens du bord, ou à construire maintenant, c'est SETI, la recherche de signaux radio extraterrestres. Très bien, voilà. Passons à Arecibo maintenant. Puisque M. Edman a fini et qu'il a lancé le sujet suivant, vous allez le voir, c'est Arecibo, c'est à Porto Rico. Une gigantesque oreille à l'écoute du cosmos. Ce disque métallique de 300 mètres de diamètre
installé dans une cuvette naturelle au nord de Porto Rico, c'est le plus puissant récepteur d'ondes radio jamais construit sur Terre. Conçu à l'origine pour étudier les couches supérieures de notre atmosphère, le laboratoire d'Arecibo est désormais au centre des recherches menées par la NASA sur les signaux sonores émis à travers l'espace. Objectif de toutes ces études, entendre, à défaut de les voir, les éventuelles formes de vie dissimulées à des milliers d'années-lumière. Les écoutes ont déjà permis de nombreuses découvertes, notamment sur les pulsars, ces étoiles qui meurent dans une danse d'éclairs lumineux et sonores. Comme l'explique le directeur de la radioastronomie, le docteur Mike Davis, le dernier pulsar observé par le laboratoire tournait sur lui-même 642 fois par seconde, soit 20 fois plus vite que tous ceux captés jusque-là. Les astronomes ont également réussi à détecter l'énergie radio des quasars. Celle-ci voyage à la vitesse de la lumière et met 10 milliards d'années pour atteindre notre Terre. Mais pas question pour la NASA de rater la moindre chance de contact avec une autre civilisation. Alors les scientifiques d'Arecibo ont installé un énorme émetteur dont le signal radio peut être perçu n'importe où à travers notre galaxie. Voilà, alors donc nous avons donc avancé, ça sera à partir d'octobre 92. Est-ce que vous pensez que Nancy va en profiter un petit peu de ce méga-SETI? On voudrait, parce que Nancy a un passé sur ça, en particulier avec les travaux que Biro fait depuis très longtemps. Deuxièmement, le radiotélescope de Nancy est le second plus grand radiotélescope au monde pour capter ce genre d'ondes. Alors, en 85, j'ai proposé une collaboration avec la NASA. La NASA construit un récepteur ultra puissant. Quand il sera terminé, qu'elle en fasse une copie, qu'elle vienne installer derrière le radiotélescope de Nancy en échange de temps d'observation. Nous, on n'a pas d'argent, au point de vue gouvernemental, pour faire du SETI, de la recherche de signaux. Mais on a un capital immense, que l'on doit à Charles de Gaulle, d'ailleurs, et qui, d'ailleurs, à l'inauguration, a tout de suite soulevé la question des signaux artificiels. Bon, c'est une parenthèse, je ne la fais pas. Maintenant. Non, mais donc, vous faites ce que vous voulez. C'est un excellent outil que l'on pourrait utiliser en collaboration internationale avec la NASA. Est-ce que, je voudrais, vous qui imaginez beaucoup de choses, notamment dans votre livre, est-ce que vous trouvez ça très sérieux d'envoyer un vidéodisque, le discours du secrétaire général des Nations Unies, comme ça, dans l'espace, comme ça? On apprend qu'on a envoyé plein de choses comme ça à destination d'autres civilisations. Oui, ça fait un peu sourire, c'est un geste symbolique, mais c'est un peu une bouteille à la mer. La première chose qui a été faite, c'est la fameuse plaque de Voyager, une plaque gravée sur laquelle on représentait un homme, une femme, avec tout un tas de symboles que des extraterrestres pouvaient éventuellement déchiffrer. Ça n'a pratiquement aucune chance d'être détecté, d'être trouvé. De même que l'émission symbolique qui a été faite d'Arecibo il y a une vingtaine d'années, qui a duré 1 heure, avait pratiquement aucune chance d'être détectée. Donc, seulement, il faut le faire. Ce que disait François Biro tout à l'heure, ce thème, on va peut-être recevoir des signaux de leur télévision à eux, c'est-à-dire il y aura un Bruno Mazur quelquefois sur Saturne qui enverrait son journal. Quoi. Tout à fait. C'est un peu rigolo, quoi, ça, non? C'est un peu rigolo. Ce serait intéressant parce que ça nous montrerait qu'ils existent. Et en fait, le simple fait de recevoir un message, les gens nous disent souvent, mais quand vous recevez un message, comment allez-vous le décoder? Alors, d'une part, ce n'est pas un vrai problème, on ne va pas rentrer dans le détail, les gens ont pas mal réfléchi à ça, ils se décoderaient bien, mais même si on ne sait pas ce qu'ils nous disent, le simple fait de se dire, il y a quelqu'un qui me parle, et c'est sûr, c'est bouleversant au point de vue philosophique, ça change complètement, parce que jusqu'à présent, ça n'est qu'une hypothèse que nous partageons, nous sommes nombreux à partager, mais enfin, après tout, peut-être que nous sommes seuls. Le jour où on reçoit un signal, même si on ne le comprend pas tout de suite, on se dit, ça y est, on n'est pas seul vraiment. Donc ça, c'est fondamental. Ça pourrait nous rassurer. Alors, on va reprendre quelques-uns des éléments dont parlait M. Edman tout à l'heure. Je vais voir avec vous, François Rollin. Je voudrais savoir, est-ce que vous êtes capable de me donner une définition de ce qu'est la vie, de ce que serait la vie? Comment est-ce qu'on peut décider qu'il y a la vie quelque part? C'est une question horrible là, que vous me posez. Parce que quand vous posez cette question à un chimiste ou un biologiste ou un physicien, il ne vous donnera pas la même réponse. Mais bon, je pense que quand même, généralement, on peut définir actuellement la vie comme un système très, très complexe et qui est capable de se dupliquer, de donner des enfants, avec une augmentation de l'information. C'est un peu comme une photocopieuse, si vous voulez, mais la photocopie que vous allez faire a plus d'informations à la limite que son original. Capable de se reproduire. Capable de se reproduire en conservant ou en amplifiant l'information. C'est ce qu'on appelle un peu la mutation. Qu'est-ce qui manque à l'être humain pour qu'il puisse vivre sur une autre planète? C'est une des questions Minitel. Est-ce que vous pouvez y répondre, ça?
Ça dépend de la planète. Si l'autre planète, déclenché, hein. Si l'autre planète a une atmosphère qui est du même type que l'atmosphère de notre planète, l'être humain pourra y vivre. Mais il y a d'autres systèmes vivants, terrestres, dont vous n'avez pas encore parlé jusqu'à présent. Le débat de ce soir ne porte pas uniquement sur les extraterrestres intelligents. Il porte, j'ai compris, qu'il portait sur la vie extraterrestre. Oui, on essaie de voir la vie extraterrestre. D'un bout à un autre. Oui, mais la vie extraterrestre, ça peut être aussi une vie microscopique, la plus élémentaire qu'on puisse imaginer. Ouais. Et il y a des bactéries qui vivent actuellement sur Terre et qui pourraient vivre quasiment dans des environnements extraterrestres. On pense même actuellement essayer de transformer un peu l'environnement de Mars pour y faire vivre des systèmes très simples. On a fait deux prises, deux sondages sur Mars, mais on dit qu'on peut-être on n'est pas allé aux bons endroits. Oui, alors la question de Mars, je pense que ce qu'on peut dire maintenant, c'est qu'on est quasiment sûr qu'il n'y a pas la vie sur Mars. Quasiment sûr. On est quasiment sûr qu'il n'y a pas la vie sur Mars, mais du fait de l'analogie entre notre planète et la planète Mars, les deux planètes ont eu une histoire très très voisine pendant les premiers milliards de leur développement. La vie est apparue sur Terre il y a 4 milliards d'années à peu près, et à cette époque-là, il y avait déjà de l'eau liquide sur Mars. Et c'est quasiment la seule planète du système solaire sur laquelle il y a eu de l'eau liquide. Donc on pense qu'il a pu y avoir la vie sur Mars et que cette vie a peut-être disparu par la suite. Donc les futures missions martiennes, ils vont rechercher non pas une vie présente, mais des fossiles d'une vie. Et en revanche, Titan. Ah, Titan. Titan, ça serait placé où? Je ne sais pas si Michel Herman peut montrer cette carte stylisée, ce panneau là qui est derrière nous, mais ça serait placé où à peu près Titan? Titan, c'est un satellite de Saturne. C'est-à-dire Titan est à ce qu'on appelle 10 unités astronomiques, c'est-à-dire 10 fois la distance de la Terre au Soleil. 10 fois la distance de la Terre au Soleil, ça on peut comprendre. Et c'est un satellite, c'est-à-dire c'est une lune, mais c'est une lune très particulière parce que c'est la seule lune de tout le système solaire que l'on connaisse qui présente une atmosphère. Et une atmosphère plus dense même que notre atmosphère. Alors, j'ai lu quelque part que ça pourrait être un élément de prébiotique. Prébiotique, oui. Prébiotique, ça veut dire quoi ça? C'est une des choses que je voulais dire. C'est la Terre il y a 3 milliards et demi d'années. C'est un peu la Terre il y a 4 milliards d'années. C'est un peu la Terre avant que la vie n'y apparaisse. C'est ça. Et on pense trouver sur Titan des processus qui ont permis à la vie d'apparaître sur Terre. Parce que il n'y a pas seulement l'approche SETI, moi je crois que l'approche SETI est importante et qu'il faut la suivre, mais il y a d'autres approches pour chercher la vie extraterrestre, et une de ces approches c'est d'abord d'essayer de comprendre comment la vie est apparue sur notre planète, et de savoir si c'est un phénomène qui peut se produire ailleurs, ou si c'est au contraire un phénomène qui est tellement rare que nous sommes seuls dans l'univers. Alors, de la même manière qu'on a parlé de Megaseti, vous avez dans votre domaine un grand projet, qui est le projet de Cassini-Huygens. Tout à fait. On va voir quelques diapositives qui montrent ce vaisseau spatial, on peut appeler ça? Oui, c'est un vaisseau qui doit être lancé en 1997. Oui, on le voit là. Vers Saturne. On voit apparemment le vaisseau qui va se mettre en orbite autour de Saturne et de Titan, son plus grand satellite. Et ce vaisseau va lancer une sonde dans l'atmosphère de Titan. Attendez, il serait lancé en 97 oui, par la NASA, le vaisseau est envoyé et lancé de Terre en 97 par la NASA et par l'Agence spatiale européenne qui s'appelle l'ASE. Et ce vaisseau devrait atteindre Titan en 2004. C'est un voyage qui est très long. Parce que c'est très loin, parce que la charge portée par ce véhicule est extrêmement lourde. Et au lieu d'aller directement jusqu'à Saturne, le vaisseau est envoyé vers Vénus d'abord. On lui fait faire le tour de Vénus 1 ou 2 fois, un peu comme une fronde à laquelle on donne une accélération. Et une fois que cette accélération a été donnée, alors le vaisseau va aller jusqu'à Saturne. Question, quelqu'un peut y répondre. J'aimerais savoir qui a commencé une recherche sur la vie ailleurs que sur Terre, c'était en quelle année? Est-ce qu'on peut dater cette première recherche sur la vie ailleurs que sur Terre, et en quelle année? Ah, vous êtes collé là. Non, Jean-Claude Rive, vous devriez savoir ça. Non, parce qu'on a commencé à y penser, on y a pensé depuis que l'humanité pense, je dirais. Mais ça n'est pas vraiment une recherche. C'était philosophique, subjectif. Y penser, enfin, une recherche systématique, ça a été peut-être, bon, on peut dire, c'est difficile. Oui, en fait, scientifiquement, on pouvait se poser la question raisonnablement. Quand Copernic, avec ses travaux théoriques, a montré que la Terre tournait autour du Soleil, comme les autres planètes, et que Galilée, avec sa lunette, a montré que ces autres planètes étaient des globes, comme la Terre. Donc,
la Terre et les autres planètes étaient tous des globes tournant autour du Soleil. Donc comme la Terre est habitée, on pouvait se poser la question de savoir si Mars, Vénus étaient habités aussi. Monsieur Rollin, est-ce que vous pensez que votre démarche de curiosité, rejoint celle de M. Figuet, de M. Brenning? Est-ce que vous participez tous de la même curiosité? Je ne suis pas scientifique. Oui, mais est-ce que vous participez tous de la même curiosité? La grande différence, c'est que le scientifique, au sens habituel du terme, il étudie des phénomènes qui sont reproductibles. Au laboratoire, nous faisons un certain nombre d'expériences pour essayer de comprendre comment la vie est apparue sur Terre, ou pour essayer de comprendre si des phénomènes analogues se produisent sur d'autres systèmes, sur d'autres planètes. Eh bien, le phénomène OVNI, on ne peut pas le reproduire en laboratoire. Et je crois que le scientifique est tellement embêté devant cette approche que la plupart du temps, il préfère avoir son approche systématique. Je vais la scope ensuite, M. Brenning. Oui. Oui, en ce qui concerne également la possibilité de savoir si la vie pourrait venir de l'espace, il y a tout un domaine qui est resté jusqu'au 19e siècle quelque chose de tout à fait extraordinaire pour l'époque. C'était les météorites, tout simplement. Et lorsque Jean-François Biot, à la demande de l'Académie des sciences, est allé effectuer une enquête sur le terrain pour démontrer que les météorites étaient véritablement des pierres qui tombaient du ciel, je crois qu'à partir de ce moment-là, on a vu démarrer réellement, je crois, l'esprit scientifique. Mais l'intérêt aujourd'hui de recueillir des météorites, c'est pas uniquement le fait de savoir que ces objets vont nous faire découvrir simplement des matériaux qui viennent de l'espace, mais ce sont des objets qui vont nous permettre de découvrir notre propre histoire du système solaire au travers de leur composition. Et on a même découvert dans certaines météorites des molécules complexes comme des acides aminés, et on espère au travers de découvertes d'autres météorites pouvoir justement essayer de reproduire ça de façon à ce que progressivement les maillons manquants à la chaîne qui a permis l'éclosion de la vie, l'émergence de la vie, puissent être reconstitués et comprises. Monsieur Brenning. Oui, je voudrais revenir sur le problème de la non-reproductibilité. Ça ne doit pas être un frein à la recherche scientifique, en fait. Justement, quand Jean-Jacques Velasco parlait de la pluie de météorites qui est tombée à l'Aigle, à l'époque de M. Biot, ça n'était pas considéré, en tout cas à l'époque et encore maintenant, comme des phénomènes reproductibles. On n'est pas maître des météorites. Il y a eu des tas de problèmes scientifiques, comme par exemple les problèmes d'observation zoologique. Il y a eu le problème de l'ocapi. C'était un animal qui était considéré comme mythique au début du siècle, et dont la plupart des zoologistes se gaussaient. Ils pensaient que c'était des raconteurs de primitifs vivant dans leur forêt, etc. Et il a fallu que quelques scientifiques aient le courage de mettre sur pied des campagnes d'observation pour essayer finalement de capter des images où l'ocapi, l'animal en question, alors que ce n'était pas un phénomène qui était considéré comme reproductible à l'époque. Et si on s'arrête devant les phénomènes non reproductibles, alors on devrait s'arrêter devant presque toute l'astronomie. Oui, pratiquement. Est-ce que vous avez des questions? Non? Pour l'instant? Oui? Je voudrais savoir si sur Titan on a découvert, par spectroscopie ou par autre procédé, des molécules complexes ou des acides aminés comme sur les météorites. Oui. Sur Titan, on a effectivement découvert des composés carbonés, qu'on appelle composés organiques, qui sont ceux-là même que l'on fait intervenir dans la chimie qui sur Terre a conduit à la vie. On n'a pas encore découvert d'acides aminés, mais la sonde Cassini-Huygens devrait en fait aller vers ce type de découverte. Alors, ce que je voulais dire pour en revenir aux météorites, c'est que effectivement, quand il y a un siècle et demi, on a commencé à étudier ces objets qui tombaient du ciel, on ne s'est pas rendu compte qu'on pouvait introduire une systématique là. Et depuis, eh bien, on a réalisé que le meilleur endroit pour aller collecter les météorites, c'était en Antarctique. Dans les zones complètement désertiques, où il suffit de se baisser pour les ramasser. Et depuis, on a pu ainsi, en quelques dizaines d'années, recueillir des quantités de météorites qui sont phénoménales. Et on a pu aussi se rendre compte que notre planète est bombardée tous les ans par plusieurs dizaines de milliers de tonnes, ce qui est énorme, de ces matériaux. Et on pense que ces matériaux en fait, ont participé à l'origine de la vie sur Terre. Oui, et en fait, parmi ces météorites récoltées dans l'Antarctique, en particulier, on a découvert quelques météorites qui viennent de la planète Mars.
Non, on en a une demi-douzaine maintenant. Ah. Ah oui, alors ça c'est fumant comme histoire parce que Mars est bombardé par des grosses météorites rasantes. Ça éjecte des cailloux de la planète Mars dans l'espace qui circulent pendant des millions d'années dans le système solaire et qui finissent par tomber sur Terre et par être récoltés dans les glaces d'Antarctique. Alors on a une collection d'une demi-douzaine de météorites dont on est pratiquement sûr qu'elles viennent de la planète Mars. Question peut-être absolument ça. Pourquoi ça tombe jamais sur une ville? Ben si, il y a quelques mois, il y a une photographie d'un Américain qui a vu tomber une météorite à 10 mètres de lui. Dans son jardin? Dans la rue. Ça arrive de temps en temps? Oui, c'est arrivé effectivement. Dans les procès-verbaux de gendarmerie, nous avons eu le cas en 1977 d'une météorite qui est tombée à Chitenay, dans la région dans l'Indre-et-Loire. Et cette météorite est tombée dans un jardin, et un petit peu comme elle s'est ouverte comme un fruit. C'était une chondrite carbonée, et elle a été récupérée donc par les gendarmes, qui ensuite l'ont confiée au Muséum d'histoire naturelle. Et d'ailleurs, je voudrais inviter les personnes qui voient tomber des météorites. Ça arrive de temps en temps. On connaît des gens qui possèdent des météorites chez eux, qui les gardent, qui les conservent comme un objet tout à fait fétichiste à la limite. Eh bien, ces personnes-là ne se doutent pas de la difficulté qu'il y a pour les météoritistes français d'acquérir ces objets. Car ce sont des objets qui n'ont aucune valeur marchande, mais qui par contre peuvent avoir une valeur scientifique réelle. Importante. Alors Jean-Claude Ribes, pour la dernière partie de cette émission, je vais vous demander peut-être de nous donner un aperçu non seulement de vos connaissances, mais de la projection que vous en faites pour les milliers d'années à venir. C'est assez impressionnant et je me demande quelle est la part du scientifique et quelle est la part du poète, du rêveur, du Jules Verne que vous êtes peut-être. Je crois que de toute façon, tout scientifique commence par être un rêveur. Si on ne rêve pas, on ne va jamais rien créer, on ne va que refaire ce que d'autres ont fait avant. Il y a des scientifiques qui ne rêvent pas, mais ce ne sont pas de bons scientifiques. Et puis il y a les scientifiques qui ne font que rêver et qui ne redescendent jamais sur Terre pour faire quelque chose de sérieux. Alors là, ça ne va pas non plus. Alors, Donc on commence par rêver. Première étape dans 100 ans. Sur 100 ans. Alors, bon, les Américains avaient même fait un plan à 50 ans. Le fameux rapport Penn, qui a été demandé par le président Reagan et le Sénat américain. Et, bon, il s'agissait de faire la colonisation de l'espace, enfin les plans civils américains pour l'espace. Donc ça, c'est très limité dans le temps, 50 ans, c'est peu de choses. On se pose sur la Lune, on met des bases permanentes sur la Lune, on va sur Mars, on installe une base sur Mars, et puis on va lire au-delà. Bon, ça, ça n'est pas très futuriste. Ensuite, du côté français, il y a eu un livre qui a été fait d'ailleurs sous les auspices du ministère de la Recherche et de la Technologie, qui s'appelle 2100. Je ne sais plus le sous-titre, c'est pas l'histoire du futur, mais enfin bon, et récit du prochain siècle, voilà. Et entre autres, sur le plan spatial, il va un petit peu plus loin donc que les plans américains sur la colonisation de l'espace. Et nous avons été carrément très loin. Alors effectivement, c'est la partie rêveur peut-être du scientifique. Vous dites c'est un scénario pour les 25 siècles à venir, avec vous datez, vous dites en 3400, ça sera à peu près ça. Alors, bon, il faut bien faire attention, et nous le disons au début de ce chapitre-là, que lorsqu'on met des dates, on est bien sûr qu'elles seront fausses. On présente un scénario possible, on ne dit pas que c'est le plus probable, il est même très vraisemblable que ce scénario sera violé, qu'on ira plus vite que ça. C'est là où j'ai l'impression que vous rejoignez Steven Spielberg et E.T. au fond. Regardez, quand on voit cette diapositive là, qui passe en ce moment, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça c'est très futuriste. Celle qu'on voyait avant était très proche, c'est pour demain. C'est une base lunaire américaine, bon, avant 50 ans. Ça en revanche, c'est pour le siècle prochain, la deuxième moitié du siècle. Ça sera quoi ça? Alors ça, c'est un cylindre, un grand cylindre de l'espace, une île de l'espace, qui a été... Alors ça, c'était conçu, ce genre d'objet, par le physicien américain O'Neill, qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui a même fondé un institut qui travaille sur ce genre de questions, et il a étudié en assez grand détail des planètes artificielles, en fait des planètes creuses, dans lesquelles il pense, et ça me paraît pas du tout invraisemblable, qu'une bonne partie de l'humanité pourrait à terme s'installer. Alors ça, c'est une vue de l'intérieur d'une de ces îles. Ah oui, c'est une bonne partie de l'humanité, parce que vous dites dans votre livre, ça pourrait être quelques milliards d'hommes qui iraient vivre là-dedans. Absolument, parce que sur Terre, c'est une chose dont on commence à se rendre compte, heureusement avant qu'il soit trop tard, la planète Terre est limitée. Donc l'expansion, la seule expansion possible pour un physicien, c'est l'expansion zéro, à terme. On peut peut-être encore croître un peu, mais il faudra bien s'arrêter, sinon c'est la mort pour tout le monde. Alors que dans l'espace, on a, bien sûr, c'est aussi limité le système solaire, mais il y a plusieurs ordres de grandeur au-dessus.
Donc lorsqu'on sera capable d'aller au-delà de la Lune, de Mars, de s'installer dans la ceinture d'astéroïdes par exemple, où on aura des ressources, j'oserais pas dire infinies, ce serait faux, mais pratiquement illimitées, ça donne une possibilité d'expansion de nouveau. Ça, c'est un grand rêve américain, la nouvelle frontière. Donc on peut à ce moment-là construire, je dirais, pendant très longtemps, pendant des siècles, et s'étendre autant qu'on le veut. Alors vous nous parlez de carburant et de combustible assez particulier, à base d'hydrogène beaucoup? Alors à base d'hydrogène, ça c'est une transition. L'hydrogène est un vecteur d'énergie qu'on utilisera sur Terre, mais à terme, le carburant ultime, si l'on peut dire, que conçoive notre physique, c'est l'annihilation de la matière et de l'antimatière. Alors là, c'est la fameuse formule d'Einstein, E égale mc2. Lorsqu'on met ensemble de la matière et de l'antimatière, cette matière et cette antimatière disparaissent totalement et se transforment en énergie, donc en donnant une quantité phénoménale d'énergie. Et avec ça, on peut concevoir d'aller vers les étoiles. Mais là, en même temps, et pour bien marquer la boucle de cette émission, en même temps que nous ferions des progrès scientifiques, mécaniques, technologiques, s'il y a une autre civilisation quelque part, elle peut avoir fait les mêmes progrès. Donc on va se retrouver, non? Tout à fait. Vous situez ça à partir de quel moment? Il y a Jean Henneman qui me regarde en disant où il va. Justement, c'est pour ça, l'hypothèse extraterrestre pour les ovnis, pour en revenir au sujet qu'on avait évoqué au début, pour moi, la seule façon, si les ovnis représentent bien un phénomène matériel, enfin des objets, la seule hypothèse réaliste à ce moment-là, c'est bien extraterrestre. Or, on a toujours buté avant sur le fait de dire ce n'est pas possible que des gens viennent de si loin, de ce qui se passe dans E.T., ça n'est pas possible. On ne peut pas venir d'une autre étoile comme ça, coucou, on repart, et puis on passe un coup de fil, bon bah revenez me chercher. Ça non. Là, la physique nous l'interdit. En revanche, on peut très bien aller, comme l'ont fait les Polynésiens lorsqu'ils sont allés à Hawaï, dans des grands vaisseaux, dans des îles de l'espace qui mettront des millénaires ou des siècles seulement pour aller d'une étoile à l'autre. Et peut-être que des gens auraient pu s'installer dans la ceinture d'astéroïdes. L'un de nos collègues américains, Mike Papagiannis, qui est le fondateur de la commission de bioastronomie de l'IAU, avait un programme qu'il a poursuivi pendant quelques mois, tant qu'il a eu des crédits, pour rechercher des îles de l'espace, des sphères creuses, dans notre ceinture d'astéroïdes. Donc c'était une autre forme de recherche d'extraterrestres, faite par un astronome, autrement que par le SETI. Autrement dit, on peut le faire en parallèle. C'est quand même, vous êtes quand même très rêveur, parce que vous dites qu'au fond, les civilisations à venir, elles vont être en meilleure santé. Grosso modo, on ne vivra pas beaucoup plus vieux. Vous dites qu'on va atteindre 120 ans, peut-être pas plus, mais que les 10 dernières années seront effectivement une sorte de décadence physique, mais que pendant 100, 110 ans, on peut très bien vivre et en pleine forme. Bon, et puis ensuite, vous dites que les humains sont très nombreux dans les archipels qu'ils y ont construits, leur richesse est grande, tout va bien. C'est-à-dire que c'est l'impression qu'une civilisation future est extrêmement satisfaisante, à la fois moralement, physiquement, tout va bien. Oui, c'est le côté un peu naïf de la chose, c'est vrai. Mais il faut bien, lorsqu'on veut construire quelque chose, on commence par le faire comme une utopie. Évidemment, les choses ne se passeront pas exactement comme ça, il y aura peut-être des problèmes. Mais globalement, c'est faisable. Ça peut... Et l'histoire des 120 ans, c'est plus des biologistes qui pourraient répondre à ça, mais effectivement, il semble que sans révolution, on peut vivre 120 ans bien, alors qu'au-delà, il y a des choses à comprendre. C'est peut-être pas impossible, mais nous avons voulu être très conservateurs, très prudents. Dans notre projet vous l'êtes pas franchement quand même dans votre livre. Monsieur Velasco, peut-être. Oui, juste un mot pour vous présenter des objets que j'ai apportés ce soir et qui vont vous montrer ce que représente l'échelle des temps. Je crois qu'effectivement, quand Jean-Claude Ribes pose la question de se dire, bon, qu'est-ce qu'il y aura d'ici un siècle, 2 siècles comme nouveauté technologique, et en anticipant par rapport à ces cellules de l'espace et ensuite ces colonies, eh bien, ici, j'ai 2 objets. J'ai cette pierre qui, pour l'homme du XXe siècle, peut n'être qu'un galet. En réalité, c'est sans doute le plus vieil objet que l'homme ait créé, puisqu'il s'agit d'un chopper. C'est un paléontologue qui l'a trouvé, et ça servait donc à l'homme préhistorique, au néolithique, il y a 300 000 ans. À retirer sans doute de la chair des peaux. Je note en parenthèse, 300 000 ans, c'est une bagatelle par rapport à notre ancienneté. Hein, tout à fait, tout à fait. Et parallèlement à ça, ici, j'ai une puce électronique. Donc c'est un microprocesseur qui nous sert aujourd'hui à aller sur la Lune. Tous les engins que vous avez vus tout à l'heure sont donc constitués de ces microprocesseurs. Or, c'est peut-être pas le hasard, ces deux objets qui sont des outils, sont aussi faits de la même matière, puisqu'il s'agit de silicium, de silice. Et donc, nous avons la civilisation de l'électronique, de l'électron, et la civilisation de la pierre.
300 000 ans les séparent, 400 000 ans les séparent. C'est 3 fois rien. Vous m'arrêtez. Est-ce que c'est vrai si on dit que la Terre a été créée le 1er janvier, l'homme serait né le 31 décembre à minuit moins le quart, c'est à peu près ça? Oui, tout à fait. Oui. En fait, l'homme, l'intelligence date d'il y a quelques millions d'années, avec Australopithèque qui a marché debout le premier. Et ça, c'est le millième de l'âge de la vie sur Terre. La vie sur Terre, 4 milliards d'années, on l'a dit tout à l'heure, et l'intelligence, 4 millions. Donc 1000 fois moins. On est un peu écrasé par ça. Au fond, on a un peu besoin qu'il y ait des E.T., on a un peu besoin de rêver, on a un peu besoin qu'il y ait des ovnis, non? Je crois que tout le monde en a besoin. Moi, ce qui m'intrigue, c'est de voir qu'il y a, comme ça pendant tout le débat, il y a deux sujets qui se sont heurtés constamment. Et ce que j'aimerais voir, c'est un peu où se situent les différences, parce que vous avez des scientifiques qui disent, bon, on a une certaine stratégie de recherche, d'autres qui disent, mais il faudrait aller regarder dans une autre direction. Or, là, quand on voyait Nancy tout à l'heure, d'ailleurs, le raisonnement qu'a tenu Jean Heinemann sur le principe de banalité, comme on l'appelle, sur le fait que la vie est banale, tout ça, les ufologues, les gens qui s'intéressent aux ovnis, tiennent exactement le même raisonnement et aboutissent eux aux ovnis, donc chacun le réutilise. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans le reportage sur Nancy, et si on avait vu la SOBEPS que Jean-Christophe Montferrand avait filmé là pour la Villette, on aurait vu les différences qu'il y a entre, je dirais, deux projets culturels un petit peu différents. Nancy, on observe des phénomènes invisibles. On a besoin d'énormément d'instruments, de crédits, de recherche, d'instruments très lourds. Les gens qui s'intéressent aux ovnis ont des phénomènes massifs que les gens leur apportent et ont très peu d'instruments. Je crois que ce sont des choix quelque part. Alors, Hakim, une dernière question, puis ensuite je présenterai un certain nombre de livres. Si l'homme aujourd'hui pouvait voyager d'étoile à étoile, et pourquoi et quels sont les inconvénients à ce voyage? Aujourd'hui, il ne le peut pas. Avec notre technologie, nous sommes capables péniblement de traverser le système solaire en mettant une dizaine d'années. Enfin, traverser même pas l'homme, on envoie des sondes. L'homme est allé sur la Lune seulement. Pour voyager d'étoile en étoile, comme il faudra, d'une part, être capable de construire des vaisseaux qu'on est bien loin d'être capable de faire, mais on peut les concevoir sans inventer une physique exotique. Donc, on peut le concevoir. Après, l'homme, évidemment, il lui faudra un temps tel que sa durée de vie sera probablement inférieure à celle du voyage. Ouais. Donc, il faudra des générations qui se succèdent. Ouais. Gaël ? Je veux savoir si on arrive à faire de l'antimatière. Ah oui, tout à fait. On en fait quotidiennement au CERN, le laboratoire européen de Genève. On fabrique de l'antimatière, on sait la stocker dans ce qu'on appelle des bouteilles magnétiques. Donc, on sait faire à la base. Maintenant, que ce soit industriel, là, on en est très loin. Oui, c'est une autre question. Ce sera la dernière. Oui, je voulais savoir si on avait déjà réfléchi à ce que l'on ferait si on rencontrait justement ces extraterrestres. Oui, il y a eu si Jean Heinemann les rencontre, il passe à côté, il dit... non, je les rencontre là. Non, j'ai écrit dans un de mes livres, si un matin, dans la cour carrée du Louvre, on découvrait une capsule bourrée de documents extraterrestres, on ne ferait plus SETI. D'accord. En 1954, le maire de Châteauneuf-du-Pape offrait le vin du pays aux extraterrestres. Je vous remercie d'avoir éclairé peut-être notre lanterne, enfin en tout cas la mienne, et je pense beaucoup de celle de ceux qui étaient à mes côtés, quoi qu'ils soient déjà un petit peu spécialistes. Je voudrais simplement signaler ce livre qui est de Jean Heinemann, La vie dans l'univers, passionnant, j'ai presque tout compris. C'est fait pour, hein. C'est aux éditions Hachette, la Villette. La vie extraterrestre, communication interstellaire, colonisation de l'espace, Jean-Claude Ribes et Guy Monet. Là, il y a vraiment effectivement de quoi rêver, quoi se dire que ce serait bien qu'on revienne vivre vers 3 000 à 4 000 ans à peu près, voir comment ça se passe. Et puis saluer nos confrères de Ça m'intéresse qui nous ont aidés également à préparer cette émission. Je sais qu'il y a d'autres livres, En soucoupe volante vers une ethnologie des récits d'enlèvement. Il y en a plein. Hein. Et ça, c'est quoi? Vous m'avez apporté ça en me disant que c'est très important. Ça permet de se faire... Phénoména. Oui. Ça permet de se faire une idée rapidement de l'ampleur de ce qui a été écrit sur les ovnis, ce qui a été discuté. Il y a 15 000 références. C'est fait par un Américain, un spécialiste de bibliographie. Et là, on voit que c'est un sujet massif, quoi, au moins sur le plan des publications. Et vous, M. Brannick, vous en avez un autre qui est donc Voyage d'OVNI sur la Belgique. Qu'est-ce qu'il y a comme chose qui s'écrivent dessus? Qu'est-ce qu'il y a comme témoignage? On n'a pas fini d'en parler, de se retrouver. Dans quelques instants, vous retrouverez Jacques Perrin pour un spécial 25e heure. Plantu Arafat, c'est un document tout à fait étonnant. Et puis nous, on se retrouvera la semaine prochaine où nous parlerons locataire, propriétaire. Bonsoir, merci.